Merci infiniment à vous qui nous rejoignez tous les jours sur Cherifla TV pour l'essentiel de l'actualité en français et en bamanakan. Tout de suite, une nouvelle édition dont voici les principaux titres. La visite du président Ibeka se poursuit sur les lieux saints de l'islam en Arabie Saoudite. Un séjour qui aura tenu toutes ses promesses en raison de bonnes perspectives et retombées économiques pour le Mali. D'importantes annonces de projets ont été faites à l'issue d'une rencontre avec le vice-président de la Banque islamique de développement. La France encore frappée de plein fouet au cœur de sa capitale sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, à seulement 2 jours de la grande élection présidentielle. Un terroriste a ouvert le feu sur les policiers faisant un mort et 2 blessés dans leur rang. L'assaillant a été aussitôt tué par la riposte des forces de sécurité. Nous sommes le vendredi 21 avril 2017. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Cherifla TV. 48 heures avant la fin de la visite officielle du président Ibrahim Boubacar Keïta en Arabie Saoudite, des rencontres très fructueuses ont eu lieu avec le vice-président de la Banque islamique de développement ainsi que le secrétaire général de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. En plus du renforcement du processus de paix prôné par la BID, 500 millions de dollars seront consentis pour la réalisation des projets dans divers secteurs tels que l'agriculture, l'éducation et le transport. Marietou Diallo pour le commentaire. Au 4e jour de sa visite officielle en Arabie Saoudite, sur invitation du roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et la forte délégation qui l'accompagne sont arrivés mercredi soir à Médine en provenance de Riyad. Dans la ville sainte, la délégation présidentielle a pris part à une séance de prière. Jeudi, le président de la République et sa délégation étaient à Djeddah, une autre étape importante de cette visite officielle. Ibrahim Boubacar Keïta a été accueilli par les officiels avant de s'installer au palais des hôtes. Le chef de l'État a ensuite reçu en audience le vice-président de la Banque islamique de développement BID, Dr Ahmed Tiktik. À sa sortie d'audience, il a annoncé le financement prochain de plusieurs chantiers d'envergure dans notre pays et a jugé bon le niveau de la coopération qui lie la BID à notre pays. Il a déclaré que son institution a un portefeuille actif de 500 millions de dollars pour des projets dans des domaines divers, agriculture, éducation, transport pour le Mali. J'ai eu à échanger avec le président de la République sur tous ces projets et nous comptons travailler également davantage pour pouvoir renforcer le processus de paix dans le pays, a indiqué Dr Ahmed Tiktik. Il a précisé qu'un futur projet visera les élèves et les enfants qui ne sont pas scolarisés. Pour ce projet, la BID entend contribuer à hauteur de 50 millions de dollars et le Qatar pour 40 millions de dollars. Il y a aussi des projets de construction d'un pont à Bamako et d'une centrale de production d'électricité d'une capacité de 100 MW. La BID entend construire l'aéroport de Kidal, la route Sévaré-Gao et la route qui relie Kidal à la frontière algérienne. La deuxième personnalité à être reçue par le chef de l'État était le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique OCI. À l'issue de la rencontre, il a affirmé avoir dit au président Keïta que l'organisation continuera son soutien au Mali dans tous les domaines, surtout dans la lutte contre le terrorisme. Le CNJ et le réseau des Africains d'Allemagne ont initié une conférence de presse ce jeudi 20 avril sur les risques potentiels de l'immigration clandestine. En raison du nombre croissant d'Africains tués sur les larges des côtes méditerranéennes voulant rallier coûte que coûte l'Europe, il urge de sensibiliser les jeunes à travers un tel canal de communication ayant lieu à la maison de la presse. 2 personnalités du gouvernement malien ont pris part à cette conférence, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle ainsi que le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Amadou Camara et Seydou Niaré pour le reportage. Cette conférence de presse a pour but d'informer et sensibiliser les jeunes Africains candidats à l'immigration clandestine sur les conséquences néfastes de ces fléaux. Je voudrais tout d'abord remercier le Dr pour ce débat. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour dire que le compte de l'immigration. Seulement, nous sommes contre l'immigration clandestine. Nous savons que notre pays, de par son histoire et sa culture, a une tradition de développer sa population. Nous savons également la place qu'occupent les manières de l'extérieur, la diaspora, contribuent à hauteur de souhait au développement de notre pays.
surtout à l'économie locale. Pour ceux qui ne savent pas, les émigrés, les Maliens qui sont à l'extérieur, contribuent chaque année à hauteur de 300 milliards de francs CFA. Injectent chaque année 300 milliards de francs CFA dans l'économie nationale. Moi, je voudrais répondre en disant que le rêve de tout être humain ne doit pas être un rêve perdu. Nous aspirons tous à un rêve qui doit être réalisé. Nous aspirons tous à un bien-être social. Le rêve de chacun et de chacune d'entre nous ici dans cette salle, c'est d'avoir accès à un logement décent, c'est d'avoir accès à une éducation, à une formation. Voilà le rêve de tout individu, de tout être humain. Selon la présidente du réseau des Africains d'Allemagne, des centaines de milliers de jeunes Africains meurent chaque année sur la Méditerranée et le désert du Sahara occidental en voulant rentrer en Europe. Ces deux dernières années, nous avons également vécu beaucoup de drames. Beaucoup de nos frères et sœurs qui sont morts dans la mer Méditerranée et beaucoup encore plus qui sont morts au désert. Et devant ce drame, nous avons dit, en 2015, en 2016, comme vous le savez, il y a eu un très grand flux migratoire en direction de l'Europe, particulièrement en direction de l'Allemagne. Mais nous avons également beaucoup d'Africains qui sont venus en Europe et en Allemagne en traversant le désert, la mer Méditerranée ou alors en traversant la barrière de l'Espagne. En tant que le réseau des Africains vivant en Allemagne, nous avons une responsabilité. Nous voulons venir travailler avec les pays d'origine. Nous voulons sensibiliser la jeunesse par rapport aux risques et aux dangers qu'elle prend en se mettant en route, en traversant le désert, la mer Méditerranée ou alors la barrière de Septa. Et nous voulons également, avec les gouvernements sur place, c'est pour ça que je suis très contente que nos deux ministres ont bien voulu venir lancer ce projet avec nous. Nous voulons également ensemble, non seulement sensibiliser cette jeunesse-là, mais voir également comment trouver des alternatives pour retenir la jeunesse sur place, ou alors passer le message, qui est le message clé, tous ceux qui veulent venir en Europe. Je crois que l'Europe, et l'Allemagne particulièrement, a ouvert ses portes à beaucoup d'étrangers, mais il faut venir par une voie légale. Donc c'est le message clé que nous portons donc à la jeunesse en Afrique. Au cours de cette conférence de presse, la jeunesse malienne a été suffisamment édifiée sur les méfaits de l'immigration clandestine. Suite à l'attaque perpétrée contre le camp de Gourma Ararous, le gouvernement du Mali a décidé lors du dernier conseil des ministres de rétablir l'état d'urgence pour une durée de 10 jours sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure de prévention en vigueur dans le pays depuis quasiment 17 mois est réactivée en raison des menaces terroristes qui planent sur l'ensemble de la sous-région. Ousmane Sogoré et Baba Keita, reportage. La situation sécuritaire de notre pays et dans la sous-région reste caractérisée par la persistance de la menace terroriste ainsi que des risques d'atteinte grave à la sécurité des personnes et de leurs biens. En raison de cette situation précaire, l'état d'urgence est entré en vigueur à nouveau pour une période de 10 jours à partir du mercredi 19 avril sur toute l'étendue du territoire national. Oui, l'état d'urgence est toujours le bienvenu dans un pays comme ça, comme le Mali, qui est aujourd'hui en état d'insécurité totale. Parce que même si elle ne s'applique pas totalement, c'est un moyen dissuasif. Ça permet de persuader les citoyens lambda qui circulent dans la rue d'être en sécurité. Au moins, on est certain qu'en cas d'arrestation ou bien en cas de problème, on peut faire appel aux forces de l'ordre et qui peut faire des perquisitions à l'intérieur des maisons. Et ça, c'est très bien. En tout cas, à mon avis, à mon humble avis, c'est très bien. Bon, c'est une très bonne chose dans la mesure où tout le monde vit maintenant la peur sur la tête. Donc l'état d'urgence est la bienvenue, puisqu'on voit ce qui se passe au nord. Et à Bamako aussi, on est en insécurité totale. Même pas 2 jours ou 3 jours, j'ai entendu 2 coups de feu dans le quartier. Donc les gens ne sont pas à l'aise, ils dorment mal. On ne sait pas ce qui va se passer du jour au lendemain. L'attaque du poste de Ouelessebougou est une preuve aussi. Ouelessebougou, c'est à quelques pas de Bamako. Ce qui se passe à Ouelessebougou, c'est comme si ça se passe à Bamako. Donc on vit dans l'insécurité totale. La décision semble très bonne. Ce qui est là, les populations ne sont pas sensibilisées beaucoup.
Nous n'avons pas conscience, nous qui sommes là, quant à l'état d'urgence même. Nous ne connaissons même pas cette valeur-là de l'état d'urgence. Tout le monde va à ses affaires. On a l'impression même que tout le monde oublie ce qui se passe au nord. Le drame que la partie nord du Mali subit, n'est-ce pas, doit être partagé par tout le monde. Tout et chacun de nous doit être solidaire, mais nous voyons que vraiment personne n'est sensible à ce qui se passe au nord. Durant les 10 jours, tous les citoyens doivent respecter les consignes qui seront données par le gouvernement. Oui, c'est toute la population malienne aujourd'hui qui doit adhérer à cette décision pour permettre à l'État d'assurer quand même la sécurité totale et au niveau du territoire national. Bon, c'est de collaborer avec les forces de l'ordre, de déclarer tout individu suspect, un étranger dont le comportement n'est pas commode, donc il faut les déclarer, aider les forces de l'ordre à extirper ces individus malsains au sein de la population. La population doit respecter les consignes données par les autorités et savoir que les autorités sont là pour nous d'abord. Et sans les autorités, nous ne sommes rien, nous sommes fragiles. Nous devons tout faire pour être solidaires aux populations du Nord. Signalons que cette mesure restrictive de certaines libertés fondamentales vise à renforcer les dispositifs de prévention et de lutte contre le terrorisme, d'accroître les capacités opérationnelles et les actions de contrôle de nos forces armées et de sécurité. Les mois d'avril et de mai sont en général les plus chauds ici chez nous au Mali. Un climat peu propice à un cadre de vie idéal tant sur le plan professionnel que privé. C'est également la période où l'on assiste à une recrudescence des coupures d'électricité et d'eau. Malgré les mesures phares annoncées en début d'année par les autorités pour endiguer le fléau, les Maliens se trouvent encore confrontés au délestage. Nous avons souhaité les rencontrer pour nous parler de leur désarroi et nous retrouvons la même équipe pour ce micro-trottoir. En cette période de chaleur, les Maliens souffrent parce qu'il y a beaucoup de zones dans ce pays où il y a manque d'eau et d'électricité. Alors qu'en période de chaleur, les gens ont besoin d'eau et également d'électricité pour pouvoir mieux se rafraîchir. Nous constatons que vraiment dans ce pays, c'est un phénomène qui vraiment n'a pas été totalement résolu par les autorités. Donc nous demandons aux autorités de vraiment faire beaucoup d'efforts afin que la population puisse s'acquérir d'un minimum de biens, de ces choses qui sont indispensables à la vie même de la population. Bon, par rapport à la coupure de l'eau et puis l'électricité, bon, notre travail est confondu par rapport à la lumière. Et sans la lumière, on ne peut rien faire. Bon, par exemple, si on de couturier, nos machines, en fait, ça a l'électricité. Donc, sans la lumière là, nous ne pouvons rien faire. Par exemple, quand on courant, ça coupe comme ça, et on va sortir dehors pour s'asseoir. Donc, ça nous dérange beaucoup. Bon, le message que moi j'ai aujourd'hui est pour dire à le gouvernement, et nous allons faire tout possible pour faire un effort. Voilà, pour qu'on puisse trouver une solution pour ça, pour que l'année prochaine, là, il n'y aura plus de copies comme ça, quoi. On n'a pas d'électricité, ni d'eau. À tous les moments, surtout à la commune 1 ici, on n'a pas d'électricité. Et à cause de ces coupures de courant, on dort derrière la cour maintenant, comme vous nous voyez. Mais l'eau là, à propos de l'eau, les femmes de Djengnabou là se réveillent tôt, 5 h du matin, soit 3 h du matin, pour à la recherche de l'eau. On n'a pas d'eau. Il n'y a pas de l'eau ici. Vraiment, il n'y en a pas de l'eau. Affaire de courant aussi. Chaque moment, l'énergie coupe notre courant. Vraiment, ce n'est pas du tout facile, quoi. Il n'y a qu'à nous faire de l'eau. Beaucoup de châteaux aussi. Et puis, il n'y a pas de poteaux lampadaires ici aussi. S'ils nous offrent ça, vraiment, ça va nous faire vraiment du plaisir, quoi.
Voilà donc, Chérif, la télévision de proximité. Je vous l'annonçais en titre, à 2 jours de la grande élection présidentielle française, un des symboles de la capitale, Paris, a été de nouveau la cible d'attaques terroristes. Jeudi soir, aux alentours de 21h locales, un policier a été tué et 2 autres blessés au cours d'une fusillade sur l'avenue des Champs-Élysées. L'assaillant a été abattu et la piste terroriste est confirmée. Nous retrouvons Kadi Diakité pour le commentaire. À 3 jours de la présidentielle, le terrorisme a de nouveau frappé Paris. Les faits se sont produits à 20h50. Une voiture qui circulait à vive allure sur les Champs-Élysées, dans le 8e arrondissement de Paris, s'est arrêtée à hauteur d'un car de police stationné devant le numéro 102 de l'avenue. Un individu est sorti du véhicule et a ouvert le feu. L'un des policiers a été tué et 2 autres blessés. Quant à l'assaillant, il a été abattu par un tir de riposte. Lors d'une déclaration, le procureur de la République de Paris a indiqué que l'agresseur abattu avait été identifié sans toutefois dévoiler son identité. L'enquête a été confiée en flagrance à la direction centrale de la police judiciaire, à la direction de la police judiciaire de Paris, section antiterroriste, et à la direction générale de la sécurité intérieure. Tout ce que je peux vous dire de plus, c'est que l'identité de l'attaquant est connue, a été vérifiée. Je ne vous la donnerai pas parce que des investigations sont d'ores et déjà en cours avec des perquisitions pour engager des investigations et notamment s'assurer du point de savoir s'il a bénéficié ou pas de complicité. Donc je vous en dirai davantage, je vous préciserai l'heure au cours d'un point presse qui sera organisé donc demain. Dans la journée, on vous précisera le moment dès qu'on pourra le faire pour vous donner donc de plus amples précisions. À l'issue d'une réunion de crise, le président français a fait une déclaration sur la fusillade. Sur les Champs-Élysées, une attaque est intervenue visant des policiers et le car qui les abritait. Un policier a été tué. 2 autres ont été blessés. Une passante a également été touchée. L'assaillant a été lui-même neutralisé par d'autres policiers. Tout le quartier a été bouclé. Les personnes qui étaient présentes ont pu être évacuées. Et nous sommes convaincus que les pistes qui peuvent conduire à l'enquête et qui devront révéler toute la vérité sont d'ordre terroriste. Et nous serons d'une vigilance absolue, notamment par rapport au processus électoral. Mais chacun comprendra à cette heure que mes pensées vont vers la famille du policier qui a été tué, également vers les proches des policiers blessés. Le groupe État islamique qui a revendiqué l'attentat des Champs-Élysées a révélé l'identité présumée de l'auteur de l'attaque, mais celle-ci n'a pas été confirmée officiellement. Le tour d'horizon de l'actualité africaine d'aujourd'hui nous conduit tout d'abord en Mauritanie où la date du référendum sur la Constitution a été fixée au 15 juillet. Au Bénin, l'opposition adopte une charte pour faire barrage au président Talon. En Côte d'Ivoire, l'opposition lance une nouvelle coalition. Et enfin, au Cameroun, le réseau Internet, l'on assiste au rétablissement du réseau Internet dans les régions anglophones. Nous retrouvons Kadi Diakité pour les brèves. La date du référendum sur la Constitution en Mauritanie a été fixée au 15 juillet prochain, selon un communiqué rendu public jeudi à Nouakchott à l'issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement. Le référendum a été décidé suite au rejet par le Sénat mauritanien des amendements en question proposés par le gouvernement. Ces amendements portent entre autres sur la suppression du Sénat et son remplacement par des conseils régionaux ainsi que la modification du drapeau et de l'hymne nationaux. Ils avaient été recommandés par un dialogue organisé en octobre 2016 entre la majorité présidentielle et une partie de l'opposition. Ce dialogue avait en revanche été boycotté par le Forum national pour la démocratie et l'unité qui regroupe une douzaine de partis politiques d'opposition, de syndicats et d'organisations de la société civile.
Le Front pour le sursaut patriotique, mouvement d'opposition béninois créé récemment, s'est élargi jeudi à une trentaine d'organisations qui ont adopté une charte pour faire barrage au président Patrice Talon au pouvoir depuis un an. Il est né fin mars pour exiger le retrait d'un projet controversé de révision constitutionnelle voulu par le chef de l'État, finalement abandonné après le refus du Parlement d'examiner le texte le 4 avril dernier. La jeune coalition dénonce le bilan économique de Patrice Talon ainsi que l'opacité dans la gestion du bien public et la transformation progressive de tout le patrimoine national à une propriété quasi privée. Les détracteurs du chef de l'État réclament également la levée des mesures de suspension prises en décembre 2016 à l'encontre de certains médias proches de l'opposition. Le projet de révision constitutionnelle avait suscité ces dernières semaines de vives protestations populaires au Bénin. L'opposition dénonçait une tentative de passage en force par la voie législative et l'opacité du texte. En Côte d'Ivoire, une nouvelle coalition politique d'opposition a vu le jour jeudi 20 avril. Ensemble pour la démocratie et la souveraineté a été porté sur les fonds baptismaux par 4 partis politiques et plusieurs syndicats ou organisations de la société civile. Les parties prenantes à cette coalition ont signé une convention en 12 points concernant entre autres la réconciliation nationale, la libération des prisonniers politiques, la liberté de la presse, la politique monétaire du pays ou le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à la CPI. Au terme de quoi, le président Georges Ama Ouenien a souligné les 3 points fondamentaux qui, selon lui, doivent conduire ce mouvement politique, réaliser une vraie réconciliation nationale, la restauration de la liberté d'opinion en Côte d'Ivoire et la reconquête politique du pouvoir d'État en 2020 par des élections libres, consensuelles et transparentes. Après 3 mois de suspension, Internet est de retour dans les régions anglophones du Cameroun, selon un communiqué diffusé sur la chaîne nationale du pays. Cette note indique qu'instruction a été donnée par le président Paul Biya au ministre des Postes et de la Télécommunication de rétablir la connexion Internet dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Début janvier, ces régions avaient été enclavées en raison de manifestations antigouvernementales contre la marginalisation supposée de la minorité anglophone. Le gouvernement camerounais accuse les leaders anglophones d'avoir utilisé les réseaux sociaux, notamment pour véhiculer des messages d'incitation à la haine et à la perpétration d'actes de violence et d'exactions de toutes sortes contre les populations. Visiblement, le retour à la normale est effectif et le bras de fer entre anglophones et gouvernement a baissé en intensité. Retour chez nous au Mali pour vous dire que les 5 régions du Nord ont finalement toutes leurs nouvelles autorités intérimaires. Elles doivent restaurer l'État et préparer les futures élections. Mais leur mise en place a été laborieuse ces derniers mois. À Tombouctou, les autorités intérimaires ont finalement été installées après 4 reports consécutifs. Le Congrès pour la justice dans la Zawad CJA, qui s'opposait à leur installation, a finalement libéré les checkpoints qui l'occupaient militairement aux enchères de la ville. Une installation laborieuse, avoue sans détour le haut représentant du président de la République pour l'accord de paix au Mali, Mahamadou Diagouraga. Mais l'intérêt de la nation a prévalu, dit-il. Il aura fallu un nouveau gouvernement et notamment un nouveau ministre de la décentralisation pour que les choses avancent. Il explique que le CJA a obtenu des contreparties. Le nouveau président des autorités intérimaires, Boubacar Ould Hamadi, s'est dit, lui, pressé de pouvoir commencer à travailler avec toutes les populations sans distinction d'ethnie, de religion et de groupes armés, a-t-il précisé. Toutes les autorités intérimaires sont maintenant installées dans les 5 régions du nord du Mali, certaines depuis déjà plus d'un mois, mais le travail peine toujours à démarrer. Voilà donc un article de nos confrères d'RFI. Fin de cette édition d'information. À 21h, vous avez rendez-vous avec Moussa Fomba pour la présentation du bulletin d'information en langue nationale à Bamanakan. Excellente suite de programmes sur Chérifla TV et à très bientôt.